On va appeler l'orateur suivant qui est Benjamin Adjen, qui est à cheval sur la Pitié-Salpêtrière et sur Pontoise. Benjamin, tu es avec nous? Oui, Voilà. Qui va nous parler de la revascularisation des membres inférieurs à partir de l'aorte thoracique. Alors c'est un sujet relativement rare, mais qui peut être intéressant, en particulier dans les désastres calcifiés que nous a présenté le premier orateur. Benjamin, tu as la parole pour 15 minutes. oui, bien bonjour. Et puis, tout d'abord, je suis honoré de faire cette présentation ici et merci de m'avoir invité. Donc, cette présentation est le fruit de mon travail de thèse et du recueil de données effectué par le docteur Verscher actuellement concernant les aortes ventrales. Je vais donc vous présenter la revascularisation des membres inférieurs à partir de l'aorte thoracique dans notre centre. Donc, d'abord un mot sur le contexte. Ça concerne l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, concerne en France 800 000 patients et sont à risque d'amputation, d'arrêt cardio-respiratoire, d'accident vasculaire cérébral. Et on voit bien que les patients atteints d'AOMI sont polyathéromateux et ont du coup 3 fois plus de risque de mourir sur un suivi de 10 ans que la population générale, avec un risque de mortalité d'environ 50% sur cette période. Il existe plusieurs classifications cliniques de l'AOMI permettant de guider la prise en charge thérapeutique et revêtant un intérêt pronostique. Le claudiquant qui va avoir une réduction de sa qualité de vie très importante versus le patient en ischémie critique qui va avoir un taux d'amputation majeur de 30% à 1 an. Et une classification topographique éditée par la Transatlantique Société Classification en 2007 dans laquelle les lésions aorto-iliaques sont séparées en 4 stades selon leur extension. Donc il y a les dernières recommandations de prise en charge de cette artériopathie oblitérante à l'étage aorto-iliaque a été édité par la Société européenne de chirurgie vasculaire et actualisé en 2017. Les lésions plutôt simples A et TASC A et B vont avoir tendance on va avoir recours à un traitement endovasculaire de première intention et ce sans équivoque. Les lésions plus complexes, TASC 2C et B, elles relèvent d'un traitement chirurgical de première intention. Avec la chirurgie conventionnelle par pontage aorto-bifémoral à partir de l'aorte sous-rénale, soit par une anastomose latéro-terminale ou termino-terminale suivant les lésions qui sont à traiter. Et on voit que la chirurgie endovasculaire on va utiliser plutôt des stents actuellement couverts en acier. Voici l'arbre décisionnel actuel concernant cette maladie oblitérante aorto-iliaque. Si le pontage orthobifémoral reste le traitement de référence, dans certaines situations, il peut être mis en défaut. En effet, un abdomen hostile, ou notamment consécutif à plusieurs chirurgies aortiques ou suite à des chirurgies itératives abdominales, ainsi que des lésions aortiques sévères empêchant un clampage aortique de manière sûre et une reconstruction artérielle satisfaisante, sont des situations qui peuvent amener à choisir une autre approche. En cas de lésions complexes incompatibles aussi avec une approche endovasculaire sûre, on va avoir tendance à recourir au pontage extra-anatomique. Donc, dans les pontages extra-anatomiques, il y a les pontages extra-anatomiques dits profonds qui sont réalisés à partir de l'aorte thoracique, donc soit l'aorte thoracique descendante, comme le montre cette reconstruction 3D post-opératoire sur la droite, soit à partir de l'aorte thoracique ascendante. Donc un petit mot sur les techniques chirurgicales. Concernant l'aorte dorsale, on va utiliser une thoracotomie latérale gauche plus ou moins étendue selon l'exposition de l'aorte thoracique descendante requise, allant du 7e au 9e espace intercostal. L'aorte thoracique basse est ainsi disséquée sur quelques centimètres au-dessus du hiatus diaphragmatique afin de pouvoir s'assurer une zone de clampage confortable. Les trépieds fémoraux étaient disséqués de façon traditionnelle par un abord externe d'Escarpa. Le trajet de tunnelisation était préparé par une incision longitudinale de 3 cm à la partie postérieure du diaphragme, permettant de découvrir l'arcade du muscle carré des lombes. En distalité, le ligament inguinal gauche était effondré. On préparait le trajet de tunnelisation au doigt dans le rétropéritoine, puis utilisation d'un tunnélisateur mousse au niveau du trépied fémoral gauche qu'on retrouvait dans le thorax. Une préparation bien entendu aussi de la tunnélisation pour le pontage croisé. Après parinisation générale, on clampe de façon totale l'aorte thoracique descendante. Il n'y a pas dans la littérature d'ischémie médulaire qui est retrouvée liée à ce clampage total ou à un clampage éventuellement latéral.
artériotomie longitudinale sur la face latérale, implantation du greffon, déclampage puis purge et tunnalisation du greffon jusqu'au scarpa. L'anastomose distale était soit mis directement sur un pontage croisé, soit le pontage croisé était implanté sur ce pontage qui était descendu sur le trépied fémoral gauche. Concernant l'aorte ventrale, c'était fait par à bord de l'aorte ascendante par une sternotomie médiale, plus ou moins associée à des cervicotomies pour accès au tronc supraortique. Puis, de la même manière que précédemment, la préparation de la tunnalisation était réalisée. Pour l'aorte ventrale, on avait tendance à tunneliser notre pontage en arrière du muscle grand droit en pré-aponévrotique. Donc, après, l'implantation proximale de notre pontage se fait habituellement sur la partie moyenne du flanc droit de l'aorte ascendante, après vérification de l'absence de calcification aortique à cet endroit. Un clampage latéral d'un clan en U, sous hypotension modérée bien entendu, afin d'éviter la dissection ou la rupture aortique lors du clampage. Une aortotomie de 3 cm environ, puis anastomose au problème 4-0 avec le greffon prothétique choisi. Le déclampage doit être bien entendu progressif après une bonne purge. Que ce soit pour l'aorte dorsale ou ventrale, bien entendu, une laparotomie médiane complémentaire était réalisée s'il nécessitait d'une revascularisation digestive associée. Donc, les indications de ces revascularisations à partir de l'aorte thoracique étaient surtout autour d'une aorte désignée comme inclampable, d'un abdomen hostile, et bien entendu, lorsque la maladie athéromateuse était extensive, avec une revascularisation associée de façon antérograde, soit des artères digestives, soit des artères des troncs supraortiques. Donc, quelques images un peu pour étayer notre propos. Donc là, on voit bien un rail calcaire un rail calcaire très important aortique où il est impossible ni de clamper ni de coudre quelconque greffon. De la même manière, ici, un bourgeon calcaire endoluminal majeur imposant de s'implanter au-dessus et de revasculariser les artères viscérales. Enfin, un cas extrême où là, à la fois l'aorte ascendante était complètement, c'était un rail calcaire inclampable, sauf au niveau isthmique où on a pu s'implanter. Donc, nous avons analysé de façon monocentrique rétrospective au sein de notre service tous les patients opérés d'un pontage à partir de l'aorte thoracique entre août 2008 et janvier 2020, ce qui représente 50 patients. Et représente 6% des revascularisations des membres inférieurs à partir de l'aorte dans notre centre sur la même période. Les indications étaient bien entendu une artériopathie oblitérante symptomatique. Donc là, les camemberts qui relatent un peu les différentes situations cliniques que nous avons eues, anatomiques plutôt que nous avons eues, avec chez les pontages à partir de l'aorte dorsale, 9 malades qui ont bénéficié aussi d'une revascularisation des artères viscérales. Dans 2 cas, c'était une occlusion d'un pontage sous-jacent sur un coral reef. Dans 7 cas, c'était des situations d'aorte juxtarénale inclampable. 18 malades ayant bénéficié seulement d'une revascularisation des membres inférieurs à partir de l'aorte thoracique descendante. Dans 3 cas, un abdomen hostile. Dans 2 cas, des allographies s'étaient occlues avec un environnement septique qu'on voulait éviter d'y retourner. Et dans 13 cas, une aorte juxta inclampable. Concernant les aortes ventrales, dans 4 cas, on avait une revascularisation totale des membres inférieurs, des TSA et des artères digestives. Dans 2 cas, pour une problématique d'aorte inclampable avec une symptomatologie digestive et cérébrale. Dans un cas, il y avait aussi un anévrisme de l'aorte ascendante associé qu'il fallait remplacer. Dans un cas, une maladie de Takayasu extensive. Dans 2 cas, une aorte ventrale seule, avec une aorte ventrale qui était le reste de l'aorte qui était inclampable. Ensuite, dans 11 cas, une aorte ventrale associée à une revascularisation seulement des artères digestives, 6 cas inclampables, 2 coarctations étendues, 3 Takayasu. Et enfin, dans 6 cas, une revascularisation des TSA seule associée à la revascularisation des membres inférieurs, pour aussi des problématiques d'aorte inclampable et une symptomatologie au niveau cervical. Donc là, un petit résumé des indications cliniques. Donc, on avait surtout des patients claudicants sévères, dans un peu plus de 10% des cas aussi une ischémie critique associée.
Au niveau de la revascularisation des artères digestives, on avait surtout des patients qui étaient symptomatiques, qu'on a été revascularisés dans le même temps. D'un point de vue démographique, on était surtout chez des patients jeunes, un âge moyen de 64 ans, avec un score d'opérabilité, un score anesthésiologique qui était plutôt satisfaisant pour une chirurgie, donc à bon risque chirurgical, principalement des hommes. Et dans un tiers des cas, ils avaient déjà bénéficié d'une chirurgie préalable. D'un point de vue des résultats précoces, on note un très bon résultat en termes de morbimortalité des revascularisations à partir de l'aorte dorsale, puisqu'on ne relève pas de mortalité post-opératoire, avec 8 cas de complications et surtout des problèmes de pneumopathie aiguë. Et en fait, on est à peu près dans les mêmes rapports que le traitement de référence qui est le pontage aorto-bifémoral. Concernant les aortes ventrales, on a un peu plus de morbimortalité avec 3 décès, 2 par syndrome de défaillance multiviscérale, 1 par fistule œsoprothétique chez un patient qui avait été revascularisé des TSA dans le même temps et qui s'est surinfecté secondairement assez rapidement. Et on a l'impression qu'on a une morbidité assez importante, mais en fait c'est surtout des problèmes de pneumopathie aiguë et sans réelle morbidité grave, mais qui ont juste prolongé la durée d'hospitalisation. Donc on voit que la morbidité est surtout en fait en rapport avec il y a nécessité d'une revascularisation viscérale associée, plutôt que lorsque seulement les membres inférieurs sont revascularisés. Donc on le voit en effet sur les aortes ventrales où lorsqu'on a nécessité de revasculariser plusieurs artères cibles en plus des membres inférieurs, donc en gros ça reflète une pathologie qui est plus grave et plus complexe, forcément on a une morbimortalité plus importante. Les résultats en termes de survie, sur un suivi de 4 ans, elles sont bonnes concernant la revascularisation à partir de l'aorte dorsale, puisqu'on a 85% de survie à 4 ans de nos malades, avec seulement un décès lors du suivi lié à une infection du pontage. Concernant les aortes ventrales, on a un peu plus de mortalité puisqu'on a 6 décès, dont 3 précoces dont on a parlé, et 2 qui sont décédés dans l'année liés à une infection du montage. En termes de résultats fonctionnels et de perméabilité primaire, les résultats sont excellents, où le pontage sur un suivi là, à 4 ans est perméable de façon à 95% à 4 ans. Passons pour les aortes ventrales. Donc en conclusion, chez les malades à bon risque chirurgical plutôt jeunes avec une bonne espérance de vie, on a des résultats en termes de morbimortalité sur la revascularisation des membres inférieurs seuls, superposables au traitement de référence, avec une perméabilité et des résultats fonctionnels qui sont excellents. Bien évidemment, la revascularisation des membres inférieurs n'a pas les mêmes résultats que la revascularisation lorsque on revascularise les artères digestives ou des TSA de façon associée, ou avec plus de morbimortalité. L'indication, donc on peut proposer chez ces malades avec une pathologie très complexe et extensive en première intention, en face de calcification circonférentielle extensive gênant le traitement de référence. Merci de votre attention. Oui, merci beaucoup. Présentation très claire, très précise, sur une belle casuistique. Une question à te poser. Pour quelle raison choisir plutôt l'aorte dorsale pour source, alors que éventuellement tu pourrais avoir accès à une source d'amont au niveau des troncs supraortiques de la sous-clavière ou axillaire ou du TABC, why not? Et qu'est-ce qui te fait choisir finalement une voie viscérale plutôt qu'une voie sous-cutanée pour le pontage à partir de cette source éventuelle? Tout simplement, c'est des résultats de perméabilité sur le long terme. On a des patients en face de nous qui sont plutôt jeunes avec une espérance de vie qui semble conserver si ils passent un peu le cap de la pathologie un peu aiguë pour laquelle on les traite. Et on a une perméabilité à long terme qui est bien meilleure avec un axe donneur qui est de meilleure qualité que, par exemple, les pontages axillo fémorales. Je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est aussi que la plupart de ces malades-là avaient des sous-clavières qui étaient inexploitables. Elles sont peut-être inexploitables également, oui, ça c'est possible, évidemment. Oui.
Juste une petite question. J'étais sur l'aorte. Oui, sur l'aorte ventrale avec une fistule ésophagienne. Simplement, peut-être que Fabien peut nous répondre, etc. C'est assez inattendu, non? Je n'ai pas bien compris la On question. dit sur la complication de fistule ésophagienne sur l'aorte ventrale. Voilà, je trouve que c'est une complication inattendue ou... Alors, c'est une fistule œsophagienne qui complique une aorte ventrale, c'est Oui, ça? il dit qu'il y a eu un des décès pour l'aorte ventrale est dû à une fistule œsophagienne. Donc je pose la question parce Non. que c'est... C'est l'aorte ventrale qui a été faite dans un contexte de fistule œsophagienne pour éviter D'accord. de traverser Ah, le foyer de la c'était pas très fistule œsophagienne. C'était pas bien très- compris. Alors là, ça me semble très clair. Pour contourner. Voilà. D'accord, c'est pour passer ailleurs. D'autres questions des collègues? Non? Fabien, une conclusion sur ce panorama un peu de la chirurgie vasculaire?